Il y a des gens dans ta vie qui t'ont évité. Pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, pas parce que tu leur avais fait du mal, pas parce qu'ils avaient quelque chose contre toi, mais parce que tu leur faisais peur. Et toi, tu n'en savais rien. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines personnes autour de toi semblaient tendues quand tu arrivais, pourquoi certains collègues choisissaient leurs mots avec soin en ta présence, pourquoi certains amis annulaient plus souvent qu'à leur tour, pourquoi des gens que tu appréciais sincèrement gardaient une distance que tu ne comprenais pas. Et tu t'es peut-être dit que c'était eux le problème, qu'ils étaient compliqués, hypersensibles, distants. Mais voici la question que personne ne t'a jamais posée directement. Et si c'était toi? Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es toxique, pas parce que tu as des intentions blessantes, mais parce que tu projettes quelque chose, une énergie, une présence, une façon d'être, qui déclenche chez certaines personnes une réaction de retrait instinctive. Et tu ne le sais même pas. L'intimidation involontaire, ce que la psychologie nous dit. Il existe un phénomène que les psychologues ont documenté avec une précision remarquable et qui reste largement méconnu du grand public. L'intimidation involontaire. Ce n'est pas l'intimidation au sens classique, quelqu'un qui menace, qui domine, qui cherche à écraser les autres. C'est quelque chose de plus subtil, de plus étrange et paradoxalement plus répandu. Ce sont des personnes qui créent un effet d'intimidation sans aucune intention de le faire, souvent sans aucune conscience de le faire. Parfois des personnes particulièrement douces, bienveillantes, intelligentes, qui se demandent sincèrement pourquoi leurs relations sont si compliquées. Qu'est-ce qui crée cet effet? Les recherches en psychologie sociale ont identifié plusieurs mécanismes précis. Le premier, la compétence perçue. Quand quelqu'un perçoit que tu es nettement plus compétent que lui dans un domaine qui le définit, il ressent une menace identitaire, pas parce que tu l'as attaqué, simplement parce que ta présence lui renvoie un miroir inconfortable. Et ce miroir, il peut choisir de le regarder et d'en tirer une leçon, ou il peut choisir de s'éloigner de la source. La plupart des gens choisissent de s'éloigner. Le deuxième, l'intensité de présence. Certaines personnes ont une façon d'être pleinement présente qui est en elle-même déstabilisante pour ceux qui ne le sont pas. Quand tu écoutes vraiment, quand tu regardes vraiment, quand tu es vraiment là, sans regarder ton téléphone, sans penser à autre chose, sans jouer un rôle social, tu crées une intensité que beaucoup de gens ne savent pas comment habiter. Et cette intensité, même bienveillante, même douce, peut être vécue comme une pression. Le troisième, les standards silencieux. Tu n'as peut-être jamais critiqué personne, mais si tu vis selon des standards élevés, si tu travailles dur, si tu es rigoureux, si tu refuses de te contenter de moins que ce que tu vaux, alors ta seule existence peut sembler un jugement implicite à ceux qui ne vivent pas de la même façon. Ils n'ont pas besoin que tu dises quoi que ce soit, ils se jugent eux-mêmes en te regardant, et ils t'en veulent pour ça. Épictète, l'esclave qui était devenu philosophe, qui avait appris à naviguer dans des environnements sociaux complexes et dangereux, enseignait quelque chose de fondamental sur l'effet qu'on produit sur les autres. Si quelqu'un te reproche quelque chose ou te déteste, cela concerne son jugement intérieur, pas ta valeur. Ne prends pas sur toi ce qui lui appartient. Ne prends pas sur toi ce qui lui appartient. Les 5 profils qui font peur sans le savoir. Voici 5 profils précis. Je veux que tu t'y reconnaisses, pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre. Profil 1. L'indépendant. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Tu prends tes décisions seul, tu assumes tes choix sans chercher le consensus. Et cette autonomie, qui est une force réelle, peut être vécue comme du mépris par ceux qui ont besoin de validation collective. Il ne nous consulte pas, il ne tient pas compte de notre avis, il fait comme si on n'existait pas. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce qu'ils ressentent. Profil 2. Le silencieux. Tu n'es pas bavard, tu parles quand tu as quelque chose à dire. Tu n'occupes pas le silence avec des mots vides. Et ce silence, qui pour toi est naturel, confortable, honnête, est vécu par les autres comme une évaluation permanente. Ils se demandent ce que tu penses d'eux, et l'incertitude les rend anxieux. Profil 3. Le direct. Tu dis ce que tu penses, tu ne contournes pas, tu ne ménages pas. Tu considères que le respect des autres consiste à leur dire la vérité plutôt qu'une version douce et édulcorée. Mais dans un monde où la plupart des communications sociales sont calibrées pour éviter le conflit, cette directness est vécue comme une agression, même quand elle est bienveillante. Profil 4. L'intense. Quand quelque chose t'intéresse, tu y plonges complètement. Quand quelqu'un t'intéresse, tu es vraiment présent. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu t'y engages totalement. Cette intensité fascine certaines personnes, elle en effraie d'autres.
Celles qu'elle effraie ne savent pas comment te correspondre, comment te répondre à la même hauteur, et elles choisissent de se retirer plutôt que d'avouer qu'elles ne suivent pas. Marc Aurèle, qui gouvernait l'Empire romain et qui était intimement conscient de l'effet qu'il produisait sur les autres, s'écrivait « Assure-toi que tu n'es pas la cause des réactions des autres par quelque chose en toi que tu pourrais changer. Mais si tu ne peux pas le changer, alors accepte que certains s'éloignent et n'en fais pas ton fardeau. Ce que tu projettes sans le voir. » Voici maintenant quelque chose de plus inconfortable. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé de mécanismes qui sont largement hors de ton contrôle, la façon dont les autres te perçoivent, leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que tu projettes, consciemment ou non, qui amplifie cet effet d'intimidation, et qui, lui, est dans ton contrôle. L'impatience invisible. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui exprime son impatience ouvertement, mais il y a des moments, dans une réunion, dans une conversation, quand quelqu'un explique quelque chose que tu as compris depuis longtemps, où ton cerveau décroche. Et ce décrochage, même silencieux, même imperceptible pour toi, est visible pour les autres. Un imperceptible changement dans ton regard, une légère raideur dans ta posture, une réponse donnée une fraction de seconde trop vite. Ces micro-signaux communiquent quelque chose de précis. Je suis déjà ailleurs. Et pour la personne en face, même sans qu'elle puisse nommer ce qu'elle ressent, c'est un signal de rejet. Le jugement muet. Tu observes, tu analyses, tu évalues. C'est peut-être une façon naturelle de fonctionner pour toi, pas malveillante, juste analytique. Mais les autres le sentent, et ils se demandent constamment « Est-ce qu'il me juge en ce moment? Est-ce que je suis en train d'échouer à ses yeux ?» Cette anxiété, même si elle est entièrement dans leur tête, est réelle dans ses effets. La comparaison implicite. Quand tu racontes ce que tu as accompli, pas pour te vanter, juste parce qu'on te demande, certaines personnes entendent non pas tes accomplissements, mais l'écart entre où tu es et où ils sont. Et cet écart, dans leur esprit, devient une accusation silencieuse. Sénèque, qui avait navigué toute sa vie entre la cour impériale et la philosophie, entre la richesse et la sagesse, avait une conscience aiguë de cet effet. Efforcez-vous de ne pas décevoir, mais aussi de ne pas écraser. Il n'y a pas de gloire à humilier sans le vouloir. Il n'y a pas de gloire à humilier sans le vouloir. Je veux m'arrêter ici. Parce que si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces profils, et si tu as ressenti quelque chose en lisant la liste des choses que tu projettes sans le voir, je veux que tu entendes quelque chose d'important. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à corriger, comme on corrigerait une erreur. Ce n'est pas une partie de toi à éteindre ou à diminuer pour rendre les autres plus à l'aise. C'est une dynamique à comprendre, pour agir avec plus de conscience, pour choisir, et le mot choix est important, comment tu vas habiter ta présence dans les relations qui comptent pour toi. Et la partie 2 va t'expliquer exactement comment faire. Il y a une tension au cœur de ce dont on parle aujourd'hui. D'un côté, être authentiquement soi, ne pas diminuer sa présence, ne pas s'excuser d'être intense, rigoureux, direct, indépendant. De l'autre, vivre avec les autres, construire des relations vraies, ne pas laisser sa présence devenir un obstacle à la connexion humaine. Comment résoudre cette tension? Les stoïciens avaient une réponse. Pas une réponse facile, pas une formule simple, mais une réponse profonde, vérifiée sur des siècles de pratiques philosophiques. La réponse s'appelle la sympatheia, le lien de sympathie cosmique, la conscience que chaque être humain fait partie d'un tout et que ta façon d'habiter ce tout a des conséquences réelles sur ceux qui t'entourent. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Développer la conscience de son effet, le premier pas. La première compétence que les stoïciens cultivaient dans leurs relations et que très peu de gens développent vraiment, c'est la conscience de l'effet qu'on produit. Pas pour plaire à tout prix, pas pour modifier son comportement en fonction de chaque humeur de chaque personne, mais pour voir clairement. Pour voir clairement ce que tu produis chez les autres, non pas pour t'en excuser, mais pour décider en conscience ce que tu veux produire. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre deux types de personnes. Celles qui ignorent leur effet sur les autres et qui se demandent pourquoi leurs relations sont compliquées, et celles qui connaissent leur effet sur les autres et qui choisissent délibérément comment l'utiliser. La deuxième catégorie n'est pas moins authentique, elle est plus consciente. Et cette conscience, c'est ce que Marc Aurèle cherchait à développer dans ses pensées quand il s'interrogeait sans cesse sur la qualité de ses actions envers les autres.
commence chaque matin par te demander « Ai-je agi hier de façon à renforcer le lien avec ceux qui m'entourent ?» ou de façon à l'affaiblir. Pas pour plaire, pour contribuer. Pas pour plaire, pour contribuer. La différence est essentielle. Plaire, c'est modifier ce qu'on est pour obtenir l'approbation. Contribuer, c'est utiliser ce qu'on est pour nourrir quelque chose de plus grand que soi. Comment développer cette conscience dans la pratique? Il y a un exercice simple que Marc Aurèle pratiquait et que tu peux commencer ce soir. Après chaque interaction significative de ta journée, pose-toi une question. Pas « est-ce que j'ai bien performé ?» pas « est-ce qu'ils m'ont aimé ?» mais « cette personne, après m'avoir quitté, est-ce qu'elle se sent plus grande ou plus petite qu'avant ?» Plus grande, elle a été écoutée, reconnue, stimulée. Plus petite, elle a été diminuée, jugée, ignorée, même sans que tu l'aies voulu. Cette question, posée régulièrement avec honnêteté, change radicalement la façon dont tu habites tes relations. Être soi sans écraser, les ajustements justes. Voici maintenant quelque chose de précis et de pratique. Il y a des ajustements que tu peux faire, des petits changements dans ta façon d'être avec les autres, qui réduisent considérablement l'effet d'intimidation involontaire sans rien sacrifier de qui tu es, sans diminuer ta présence, sans feindre une douceur que tu n'as pas. Ajustement 1. Nommer ce que tu vois. Quand tu observes, quand tu analyses, quand tu évalues, et que l'autre peut sentir ce processus se passer en toi, dis-le. Pas « j'ai remarqué que tu avais l'air tendu aujourd'hui », qui peut sonner comme un jugement, mais « je suis en train de réfléchir à ce que tu viens de dire, laisse-moi un instant ». Ce simple acte, verbaliser ton processus intérieur, crée une transparence qui désamorce l'anxiété. L'autre n'a plus à deviner ce que tu penses, il sait que tu penses, et cette connaissance remplace l'incertitude angoissante par quelque chose de gérable. Ajustement 2. La question avant le verdict. Tu as tendance à arriver à des conclusions rapidement, souvent correctement, et cette rapidité peut être vécue comme un manque d'intérêt pour le chemin de l'autre. Avant de partager ta conclusion, pose une question sur le chemin que l'autre a pris pour arriver au sien. Pas pour retarder la vérité, pour montrer que le chemin de l'autre compte autant que la destination. Ajustement 3. La vulnérabilité stratégique. Ce mot « vulnérabilité », méfie-toi de la façon dont tu le comprends. Ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas s'excuser d'exister. C'est simplement permettre à l'autre de voir que toi aussi tu doutes, que toi aussi tu traverses des difficultés, que toi aussi tu es humain. Une personne qui ne montre jamais aucune faille, même par pudeur, même par force d'âme, devient progressivement inaccessible dans l'esprit des autres. Elle cesse d'être une personne et devient un standard, un miroir inconfortable. Montrer une vulnérabilité réelle, pas jouée, pas calculée, crée une brèche dans laquelle l'autre peut entrer. Et dans cette brèche, la connexion devient possible. Épictète enseignait ses étudiants à distinguer la fermeté intérieure, qui ne se négocie pas, de la dureté extérieure, qui n'est qu'une armure. Sois dur avec toi-même et doux avec les autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la marque d'un homme qui a compris que la vraie force n'a pas besoin de se montrer. La solitude de ceux qui font peur. Maintenant, je veux parler de quelque chose qu'on ne dit jamais clairement sur ce sujet. Les personnes qui font peur aux autres, involontairement, structurellement, souffrent souvent d'une forme de solitude particulière. Ce n'est pas la solitude de quelqu'un que personne ne veut, c'est la solitude de quelqu'un que tout le monde admire de loin, mais que personne n'ose vraiment approcher. Une solitude paradoxale, entouré mais non rejoint, respecté mais non connu. Et cette solitude, si tu la vis, tu l'as peut-être rationalisée. Tu t'es dit que tu n'avais pas besoin de beaucoup de personnes, que la qualité primait sur la quantité, que tu préférais la solitude à la superficialité. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que tu es vraiment fait pour une vie avec peu de relations profondes. Mais il y a aussi une possibilité que tu n'as pas regardée en face. Peut-être que certaines des connexions que tu aurais voulu avoir, certaines des personnes que tu aurais voulu connaître vraiment, ont été empêchées non pas par ta préférence pour la solitude, mais par l'effet que tu produisais sans le vouloir. Et ça, cette possibilité, mérite d'être regardée honnêtement. Marc Aurèle, qui vivait entouré de milliers de personnes mais qui se sentait profondément seul dans ses responsabilités, notait dans ses pensées, avec une mélancolie rare, « cherche à construire des ponts ». Non pour en avoir besoin, mais parce que l'isolement volontaire est une chose et l'isolement involontaire en est une autre entièrement. Et entre les deux, seule l'honnêteté peut faire la différence.
Les 3 pratiques pour transformer sa présence. Pratique 1. L'inventaire des relations refroidies. Pense à 3 personnes dans ta vie, passées ou présentes, qui se sont éloignées de toi sans raison apparente. Sans conflit, sans trahison, juste une distance progressive. Pour chacune, pose-toi honnêtement. Qu'est-ce que j'ai pu projeter qui a pu créer ce retrait? Pas pour te flageller, pour apprendre, pour voir un pattern que peut-être tu répètes. Pratique 2. La pratique de la chaleur active. Chaque jour, dans une interaction, une seule suffit, fais quelque chose de délibérément chaleureux. Pas performatif, pas calculé, juste réel. Poser une question sur la vie de quelqu'un et attendre vraiment la réponse, nommer quelque chose que tu apprécies chez quelqu'un directement, partager quelque chose de toi-même que tu gardes habituellement pour toi. Une petite chose, chaque jour. Et avec le temps, la façon dont les autres expérimentent ta présence commence à changer. Pratique 3. La lettre non envoyée. Pense à quelqu'un que tu as intimidé sans le vouloir, quelqu'un qui s'est éloigné, que tu as peut-être perdu. Écris-lui une lettre que tu n'enverras pas. Dans cette lettre, dis-lui ce que tu aurais voulu qu'il sache de toi, ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il a mal interprété, ce que tu ressentais vraiment. Cet exercice n'est pas pour lui, il est pour toi, pour clarifier ce que tu veux projeter dans tes prochaines relations, pour transformer la compréhension en intention. Être vu comme tu es vraiment. Je veux finir avec quelque chose de simple et de vrai. Tu ne peux pas contrôler comment chaque personne te perçoit. Certaines auront toujours peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Certaines projetteront sur toi leurs propres insécurités. Certaines préféreront l'image qu'elles ont construite de toi à la réalité de qui tu es. Et c'est leur droit, et c'est leur chemin. Mais toi, tu peux faire quelque chose de précis. Tu peux décider de ne plus naviguer dans tes relations en aveugle. Tu peux développer la conscience de ce que tu projettes. Tu peux choisir, délibérément, avec soin, comment tu veux que les gens se sentent après t'avoir quitté. Pas plus petit, pas jugé, pas intimidé, mais vu, écouté, nourri. Sénèque, dans une de ses lettres les plus belles à Lucilius, décrivait ce que c'est d'être en présence d'un homme vraiment sage, un homme qui a travaillé sur lui-même au point que sa présence devient un cadeau plutôt qu'une pression. Quand tu quittes tel homme, tu te sens meilleur, non pas parce qu'il t'a flatté, mais parce que sa façon d'être avec toi t'a rappelé ce que tu pouvais être toi-même. Sa façon d'être avec toi t'a rappelé ce que tu pouvais être toi-même. C'est ça la présence la plus haute à laquelle un être humain peut aspirer. Pas une présence qui écrase, pas une présence qui impressionne, une présence qui élève. Et cette présence-là, tu peux la construire. À partir d'aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires dans lequel des 5 profils tu t'es le plus reconnu. Je lis tout. À très bientôt.